vous êtes comme la plupart des gens, particulièrement en France, vous avez commencé à faire des présentations sans technique, sans théorie, et voire éventuellement en se copiant sur les autres. En s'inspirant des autres, et peut-être en lisant des articles, en apprenant des choses. C'est un peu notre situation à tous. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui, en fait, c'est un cours qui est extrait de la Speaker Academy, qui est une structure que j'avais créée à la Société Générale, il y a quelques années avec d'autres. Mais moi, je travaillais plus particulièrement sur le cursus, donc c'était quelque chose que je maîtrisais. Et donc l'objectif de la Speaker Academy, c'est un petit peu comme Craft Record, c'est de former en interne, d'aider les gens qui voulaient aller parler dans des conférences, mais quel que soit le sujet. On vient tous, comme disait Julien, un peu du monde des conférences techniques. On a tendance à se référer à ce monde-là, mais on n'est pas dédié là-dessus. Alors donc c'est un cours extrait que j'ai un peu adapté pour la situation. C'est pour ça qu'il y a écrit Speaker Academy du côté, c'est délibéré. C'est pour rappeler d'où il vient. J'en profite pour partager les valeurs importantes qu'on va partager pour ce soir et qui sont celles qui accompagnent la Speaker Academy. Donc il y a cette démarche de fond qui est de porter la bienveillance. On est tous en train d'apprendre. Ce sont des exercices pas faciles où on s'expose. Donc c'est très important de toujours se juger les uns les autres et soi-même avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est pas des exercices faciles. Évidemment, une démarche de partage, un peu pour que la soirée, nous on vient partager nos techniques, les petites astuces qu'on a apprises en espérant que ça vous soit utile, mais n'hésitez pas vous aussi à partager vos questions, vos feedbacks, vos propres expériences, et le courage. Parce que c'est bien quelque chose qu'il faut pour se lancer là-dedans, c'est du courage. Je pense qu'on en a tous conscience, mais plus on avance, qu'on se rend compte qu'il y a une conscience. La jolie image de QR code à côté, c'est un lien qui vous renverra sur une page GitHub sur laquelle j'ai mis des liens et des références en complément de cet article, si vous voulez creuser le sujet, en savoir un peu plus. Puis de toute façon, vous retrouverez le QR code à la fin si vous n'avez pas le temps de le prendre. Puis de toute façon, je vous ferai circuler le lien derrière. Bon, je me représente rapidement. Donc aujourd'hui, je suis Cyril Dupuy-Dobby. Je travaillais à la Société Générale depuis le début des années 2000. Cette année, j'ai changé de banque et de côté de Paris pour passer de l'ouest à l'est et je suis à la BNP. Je suis passé du rouge au vert. Je travaille plutôt dans les domaines techniques. Je fais un petit peu d'open source. Le principal sujet, c'est Influent. Il y a au moins un ou deux dans la salle qui doivent connaître, au moins un en tout cas. Et je speak, alors je fais beaucoup de BBL, un peu de conférences, mais surtout des BBL, parce que ce qui m'intéresse en général, c'est plutôt le petit format et l'interaction avec les gens. Mais j'ai fait des conférences pour apprendre à titre d'exercice, et puis parfois je suis venu parler de sujets qui m'importaient, comme à Newcraft en 2018, où je t'ai vu parler de quelque chose d'important. J'ai un petit blog où je raconte des conneries. Alors, l'art du storytelling, c'est le titre. Mais, bonne nouvelle, le contenu, il y a plus que chose. Je vais vous présenter 3-4 techniques différentes, on va commencer par le storytelling, qui vont vous permettre de structurer les présentations, d'y donner un petit peu d'élan. Donc vous avez probablement en tête, vous voulez peut-être parler d'un sujet, peut-être que vous ne connaissez pas encore votre sujet, peut-être que vous avez déjà identifié le sujet dont vous voulez parler, et j'ai aucun doute sur le fait que vous le maîtrisez. Ou si vous ne le maîtrisez pas maintenant, vous le maîtriserez avant d'en parler. Donc savoir de quoi vous allez parler et comment vous allez parler, c'est votre boulot, vous savez le faire. Moi, là où je vais essayer de vous aider, c'est comment en parler. Comment donner un peu de dynamique, comment faire que les gens, quand ils vous ont écouté, quand ils vous écoutent, ils ne se contentent pas de dire « Ah, c'est intéressant, c'est pas mal ce qu'il dit », mais plutôt « Ah oui, ça me parle, c'est intéressant, j'ai envie de le suivre ». On va commencer par une petite histoire. Ma toute première expérience. En fin 2013, il y a Thomas Pierrin, que vous connaissez peut-être, qui est venu me titiller en me disant faudrait qu'on fasse une conférence, on a des tas de sujets, faudrait qu'on aille parler aux gens, ça serait intéressant, on apprendra des choses, on va faire l'exercice, faudrait qu'on aille parler. Je dis oui, t'es sûr, parler à des gens, d'abord ce qu'on a à dire, c'est pas intéressant. Bon, puis je me suis laissé convaincre, on s'est présenté, on a poussé notre sujet à Devox, on a été retenu, on a été du coup dans la merde, il a fallu faire quelque chose. On a bossé comme des tarés. Pour l'anecdote, on a fait 250 slides. Mais il servait vraiment, c'est parce qu'il y avait des animations. Et donc, pour des raisons techniques, il était plus facile de faire des slides pour chaque étape de l'animation plutôt que des animations. C'est ça la raison. Mais ça fait 250 slides quand même. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'aurai l'occasion d'en reparler derrière. Mais c'est un peu là où tout a commencé, et c'est là où j'ai commencé à creuser le sujet, et à me dire, au-delà d'avoir un sujet intéressant, comment on fait pour que les gens, effectivement, s'intéressent à ce qu'on raconte. Alors, d'abord, malheureusement, je peux pas vous faire tout le cursus de la Speaker Academy qui est vachement bien, mais là, j'ai pas le temps en 45 minutes. C'est plutôt, dans le cours, c'est celui qui s'appelle Techniques avancées. Ça sous-entend que les techniques de base sont déjà passées, donc je vais me permettre de vous redonner quelques messages qui en sont extraits. Peut-être que vous avez déjà entendu, peut-être que vous n'avez pas entendu. Mais c'est quand même intéressant qu'on les partage. Le premier, qui pour moi est le plus important, qui est celui que je donne à toute personne qui veut faire une conférence, c'est avoir un objectif. C'est savoir pourquoi il veut parler. C'est quoi son but.
c'est pour que les gens utilisent une pratique, pour que les gens utilisent un outil, pour que des gens viennent l'aider, pour que des gens prennent conscience d'un problème. Mais il faut vraiment se poser cette question-là. Pourquoi vous allez parler? C'est important. Ça peut être pour démontrer que vous avez des compétences, mais soyez bien clair du pourquoi vous allez parler. Franchement, ça va beaucoup vous aider pour toute la suite. Ça structurera votre démarche. Autre règle importante, outil, j'aurai l'occasion d'en reparler 2 ou 3 fois ce soir, c'est ce qu'on appelle le call to action. C'est bien beau, finalement ça va être votre objectif. Vous voulez que les gens vous suivent, par exemple, comment utiliser une technologie, puisqu'on est un peu dans les sujets techniques, on va dire, voilà, ils utilisent un framework, vous trouvez que le framework est super bien, d'autres devraient s'en servir. Donc ce que vous voulez, c'est que d'autres gens que vous s'en servent parce que vous trouvez que c'est quand même intéressant. Votre call to action, il doit conduire les gens à se servir de ça. Donc, c'est un peu ça votre objectif, si vous devez le résumer après en quelques mots à quelqu'un. C'est un peu moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait plus de gens qui utilisent, je sais pas moi, Vue.js. Voilà. Je veux qu'il y ait des gens qui m'écoutent et à la fin ils soient convaincus que Vue.js c'est utile pour eux. Ce qu'on appelle le call to action. Et ça, c'est ce qui va garantir qu'au moins sur une partie de votre audience, vous avez un impact. Vous voyez ce que je dis, à la fin, on va pas se mentir. Si vous êtes là, c'est pour avoir un impact. Autre règle importante, traitez votre public comme des rois. Ce sont vos clients. Ils prennent du temps pour vous écouter. Ce soir, à la louche, vous êtes 30-40. Il y a une semaine de temps là, qui va passer à peu près 1 heure pour m'écouter. J'y pense une semaine de travail humain, là. Vous avez sans doute d'autres choses super intéressantes à faire plutôt que de m'écouter. Le minimum que je vous dois, c'est de vous offrir le meilleur de moi-même. La meilleure présentation, les meilleurs messages. Ayez ça en tête. Pourquoi je vous le redis, pourquoi c'est important? C'est parce que quand on est sur sa présentation, on est très stressé, on est très centré sur soi, on est très centré sur son sujet. Et à un moment, il faut retourner un peu à la vapeur, prendre conscience des gens qui viennent nous écouter et se demander si ce que vous allez leur dire, ça va leur parler, si c'est la bonne façon de le faire, si les slides sont jolis, agréables à regarder et lisibles. Ouais, ça va, c'est lisible. Je pense qu'on m'entend parce que la salle n'est pas trop grande, mais ce sont des détails d'importance. Les corollaires un peu de ça, c'est connaître votre public. Il faut savoir à qui vous allez parler. C'est clair que si ce soir j'étais venu à un meet-up de tricot, j'aurais pas attaqué la présentation comme ça. Je serais vraiment pas venu. Mais si ce soir il y avait un parterre de gens qui avaient déjà une certaine expérience de présentation, qui avaient l'habitude, chez qui c'était très habituel de parler, qui venaient plutôt chercher ce petit plus, j'adapterais mon contenu aussi. À l'inverse, des gens qui savent même pas ce que c'est que de parler, j'aurais adapté dans l'autre sens. Donc il faut connaître un petit peu à qui vous allez parler. Toujours les règles, quand on va parler surtout à des gens qu'on ne connaît pas, c'est se faire une idée. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas de connaître la liste des gens individuellement. C'est d'avoir une idée de la démographie qui va vous voir. Moi, ce soir, avant de venir, j'ai jeté un petit coup d'œil aux gens qui s'étaient inscrits au meet-up. Pour avoir une vague idée de quoi vous ressembliez, de ce qui pouvait vous animer et de vos attentes. Donc il faut connaître son public. Donc ça, c'était ma 4e et dernière règle avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors pourquoi c'est important finalement de bien raconter, bien présenter votre sujet? Parce que si vous voulez parler, probablement que vous avez envie de changer le monde autour de vous. Vous avez envie d'avoir un impact. Vous n'avez pas juste envie que les gens passent un bon moment, sinon vous feriez du spectacle. Vous voulez convaincre les gens de quelque chose. Vous voulez changer. Et c'est pas le tout d'avoir un beau message vachement bien. Et malheureusement, mauvaise nouvelle, alors particulièrement pour tous les gens qui ont des esprits analytiques et très rationnels, il va falloir un peu enrober la pilule pour qu'elle passe plus. Et ce soir, je vais vous donner 2-3 techniques pour ça. Alors, on a parlé de storytelling. Donc, commençons. C'est quoi cette histoire d'histoire? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet storytelling. Donc, ce soir, je vais vous en parler un particulier qu'on appelle le héros de journée. On parle aussi du monomythe. Alors ça, c'est un modèle qui a été théorisé par Joseph Campbell dans les années 40, 49, je crois, oui, c'est marqué là, 49, et puis qui a été repris par plusieurs universitaires après. Et c'est basé sur un travail d'analyse des mythes fondateurs, des grandes fables et des contes, et c'est se rendre compte que finalement, tous ces mythes, tous ces fables suivaient une structure similaire. Joseph Campbell il a proposé un modèle en 17 étapes. Christopher Vogler, sur lequel travail qui m'inspire plus, c'est que 12 étapes. C'est plus pratique 12 étapes que 17. Il y a plein d'autres, il y a quelques modèles. Vous verrez, c'est assez bien documenté comme sujet. Ce qui est important de savoir derrière, c'est de se dire, au fond, on ne sait pas tellement si tous les mythes sont construits comme ça, parce que c'est la forme d'histoire qui nous parle, ou juste que on est tellement habitué à cette structure d'histoire que c'est celle qui nous parle, mais dans les faits, toujours est-il que si on suit cette histoire, c'est plutôt intéressant. Je vais vous parler bien évidemment des 12 étapes. Et pour illustrer ces 12 étapes, j'ai utilisé un mythe récent.
Un mythe d'autant plus récent qu'il a été construit délibérément en suivant le modèle de Joseph Campbell. Force est de constater que 40 ans après, Star Wars, ça reste un mythe. Ça reste quelque chose qui est ancré dans la culture collective, dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui continuent de vivre. Alors, hasard ou coïncidence, je vous laisse faire votre choix, mais toujours est-il qu'on aurait tort de passer à côté de ça. Donc voilà, rencontrons nos 12 étapes. Alors, comme dans tous les mythes, nous avons un héros, le jeune Luke, fermier de son état, qui bosse chez son oncle et sa tante sur une planète désolée qui s'appelle Tatooine, au milieu d'un désert. On se demande qui peut être assez bête pour avoir une ferme au milieu du désert, mais c'est pas ça. Donc au début, on a notre petit fermier bien tranquille, qui a des problèmes quotidiens assez simples, les machines sont en panne, il faut les remplacer, il se fait engueuler par son oncle et sa tante, bref, rien de très intéressant. Il connaît pas le monde réel, il connaît que sa petite bulle, que ce qu'il y a autour de lui. La première étape, la première chose qu'il va devoir affronter, c'est découvrir qu'effectivement il y a au-delà de son quotidien. Dans Star Wars, c'est Luke qui achète les droïdes et qui découvre, plus ou moins par hasard, un message caché avec une princesse, non plus une princesse, qui appelle au secours. Soudainement, le monde hors de son petit quotidien lui apparaît en pleine face, intriguant, tentant. Il va chercher à en savoir plus. Pour en chercher à en savoir plus, il va rencontrer quelqu'un, Obi-Wan. On va y revenir sur Obi-Wan, parce que c'est évidemment un personnage clé dans l'histoire, qui va lui donner quelques détails. Il va lui dire, ah bah oui, il y a un problème, si tu veux, tu peux venir aider. La réaction naturelle de notre pauvre petit fermier, c'est « t'es gentil, je suis fermier, je suis au milieu de nulle part, tes histoires de princesse, histoires de galaxie, ça me concerne pas, qu'est-ce que je fasse? Tranquille, moi je reste chez moi. » C'est l'étape de résistance. Toujours là. Donc là, il dit, il y a une mission, moi, c'est pas pour moi je suis qu'un pauvre fermier. La prochaine étape, c'est de découvrir au fond c'est quoi le sujet. Forcément, sinon il n'y aurait pas d'histoire, il va dépasser cette étape, il va dépasser ses peurs, et c'est le rôle du mentor, le rôle d'Obi-Wan là, qui va lui expliquer pourquoi c'est important, et qui va l'aider à dépasser ses peurs. Qui va lui fournir même, en général, un outil. L'outil dans Star Wars, c'est le sabre laser de son père. À la fois symbole et arme élaborée qui va lui permettre d'affronter ses aventures. Avec ça, il lui donne un peu ça. L'étape d'après, c'est de rentrer vraiment dans l'aventure. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être le héros qui s'engage tout seul. Dans Star Wars, il y a une solution plus radicale, c'est on détruit son quotidien. Son oncle et sa tante sont massacrés par les armées impériales. Il n'a pas d'autre choix, il ne lui reste plus grand-chose à faire que de partir. Enfin, il s'engage dans la mission. Il va commencer à découvrir ce monde extérieur, à quoi il ressemble. Dans Star Wars, c'est la visite de Mos Eisley. Ville intrigante, où il se passe 2-3 choses. Il y a des pirates, il va s'associer avec un contrebandier pour pouvoir voyager. Il découvre qui sont les amis, qui sont les ennemis. Il commence à rencontrer pour de vrai des Stormtroopers, ce genre de choses. Et on voit qu'on découvre la complexité du monde. Il va pouvoir trouver sa place. On peut donc rentrer dans le vif du sujet. On s'engage dans la mission pour de vrai. Première étape importante, on se prépare. Dans Star Wars, une fois de plus, c'est Luke qui s'entraîne, casque, visière fermée, avec l'épée laser pour apprendre à s'en servir contre un androïde. Automatique. On se prépare. On sait que les combats l'attendent. Il sait qu'un pauvre fermier, notre héros de départ, il est temps qu'il apprenne des choses pour aller plus loin. Ensuite arrive la première épreuve. Première épreuve, une fois de plus dans Star Wars, c'est effectivement la mission de départ, aller délivrer les gars. Ça veut dire rentrer dans l'étoile noire, trouver la prison, se battre contre un paquet de gens, essayer d'en sortir, prendre un maximum de risques. Là, c'est compliqué. Soudainement, la réalité par rapport à son quotidien de la ferme devient très très concrète à ce moment-là. Il commence à changer. Mais, Dieu merci, il s'en tire bien. Il va en repartir avec un trésor, avec un bénéfice. Dans le monomythe de Joseph Campbell, il repart avec ce qu'il appelle un élixir. Dans Star Wars, il part avec Leia. Leia, loin d'être une femme objet dans l'histoire, mais il repart avec un personnage qui est clé pour la suite. C'est elle qui va contribuer, et c'est donc elle qui va permettre de faire progresser l'histoire. On arrive enfin dans nos 3 étapes finales, ce qui va conclure notre histoire. On a affronté le monde, on commence à connaître les bons et les méchants, on sent que notre héros, il est passé de la case du gentil gars qui essaie de faire quelque chose au vrai héros, il est prêt pour l'affrontement final. Qu'est-ce qui se passe? Il a quand même des hésitations. C'était un peu galère la fois d'avant, il n'est pas forcément hyper chaud pour y retourner, en plus il y a son pote qui est mort, il n'a plus de mentor, pour l'épreuve finale typiquement, il est tout seul, il a perdu son mentor, il va falloir qu'il aille, il n'est pas forcément chaud. Bien évidemment, il va y aller parce que sinon l'histoire serait pas intéressante. Il y va, il attaque, c'est le grand final, c'est super, il gagne. Le héros a terminé sa transformation. Du simple fermier, il est devenu héros rebelle d'une guerre interstellaire, médaillé, reconnu par tous. C'est clair qu'à la fin, et la suite le prouvera, notre petit Luke Skywalker du début, c'est plus du tout le même personnage.
Voilà, en quelques mots relativement simplifiés, qu'est-ce que le monomythe? Et vous verrez, on peut projeter ça sur tout un paquet de mythologies classiques. Vous retrouverez toujours la même structure, on trouve la même chose sur les aventures d'Oedipe par exemple. On retrouve ces étapes un peu partout, en général assez présentes et sur des contes plus récents aussi. N'empêche qu'à la fin, c'est une structure qui marche et qui nous parle. Alors c'est bien beau, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec les conférences? C'est un peu logique. Bon, je vais pas vous répondre tout de suite. Enfin, on va commencer un peu. Première chose quand même, c'est quoi le casting? On a un héros, on a des méchants, on a un mentor, on a des outils. Comment ça marche? Comment je distribue ça dans mon monde de la conférence? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas le héros. Je pense que vous en doutiez un peu, mais la conférence, elle n'est pas sur vous. Je suis pas venu vous raconter à quel point je suis un excellent speaker, je donne des conférences, et les gens se mettent à mes genoux, ils m'envoient des mails d'adoration derrière. C'est pas du tout le sujet. Moi, si je suis venu là, c'est pour vous aider. Donc si c'est pas moi le héros, vu qu'il n'y a pas grand monde dans la salle, c'est le public le héros. Rappelez-vous, en plus, on les traite comme des rois, ils sont plutôt sympas. C'est lui le héros, bah ouais. C'est celui qui est venu un petit peu par hasard, qui sait pas trop de quoi vous allez lui parler. Et vous êtes le mentor. Moi, si je suis là ce soir, c'est pour vous donner des conseils, des outils et des moyens pour vous aider dans les épreuves, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas exagérer, même si ça demande du courage. C'est pas aller startiner les Stormtroopers dans les toiles noires. Il va falloir du courage pour la suite. Et moi, je ne pourrais pas faire la mission à votre place, je ne serai pas avec vous. Le mieux que je puisse faire, c'est vous donner les meilleurs conseils, les meilleurs outils pour vous accompagner. Vous êtes mon héros ce soir que je suis là pour soutenir, je suis votre mentor. Et vice-versa, quand ça sera à votre tour de parler, ça sera ce rôle-là. Votre démarche, elle est là pour aider votre public. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a mis le casting, si on se faisait l'histoire, on va peut-être pouvoir comprendre, en passant, petite photo issue de Princess Bride, film que je recommande pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça vous permettra aussi de découvrir une autre façon de raconter les mythes. Alors, on va pas tout refaire les 12 étapes, pourquoi? Parce que dans les 12 étapes, il y a des étapes, il faut aller faire l'émission, puis il n'y a plus le mentor. Là, les dernières étapes pour vous, c'est quand vous allez effectivement donner une conférence fort de tout ce que vous avez appris lors de ces meet-ups. Et ça, on ne sera plus là, puis c'est plus loin. On va cadrer l'exercice de la conférence. Rappelez-vous, il y a une idée de call to action, justement sur ça. C'est-à-dire, on va mettre tous les éléments pour que notre héros il parte en mission. On va donc s'intéresser aux 5 premières étapes, parce que c'est celles qui vont nous guider. Pour les plus curieux, vous retrouverez la roue avec toutes les étapes en annexe des slides. Donc au départ, on est dans le monde ordinaire. Vous êtes venus, vous aviez votre quotidien, vous avez bossé probablement bossé aujourd'hui, chacun dans son métier, vous avez voyagé, c'était un peu galère, plus ou moins, il fait chaud, il fait froid, il faut trouver la salle, bref, c'est un peu bon. Vous n'êtes pas venus, vous savez pourquoi, une petite attirance, mais vous êtes dans un monde un peu différent. On va faire la première chose, on accueille les gens, on se présente, on va rester soft, le temps que les gens s'installent, on cadre le sujet, on rappelle pourquoi on est là, de quoi on va parler, histoire que tout le monde soit sûr et qu'éventuellement, si quelqu'un se rend compte qu'il s'est trompé de salle, il puisse sortir. Tranquille, hein. Monde ordinaire, on y va. Bon, on commence à buzzer un peu. L'appel à l'aventure. Tout comme dans Star Wars, je vais vous faire prendre conscience qu'il existe un monde un peu extérieur. Or, vous venez plus ou moins déjà un peu guidé. Vous saviez que vous découvriez des méthodes pour parler en conférence, mais maintenant, vous ne saviez pas grand-chose. Il faut que je vous explique pourquoi il va falloir que je vous explique qu'il y a une histoire avec du storytelling, qu'en fait, sans que vous en ayez conscience, que vous n'y ayez pas forcément regardé, vous n'ayez pas forcément les pointeurs, il existe un certain nombre de ressources et de techniques qui sont documentées, qui vont permettre à vous, effectivement, que vous allez pouvoir appliquer pour vos propres conférences. Donc c'est ça, je vous présente un peu le problème. Je vous fais prendre conscience de problèmes auxquels vous n'aviez pas conscience jusque-là, vous n'avez pas touché. Faire attention au public, penser call to action, c'est prendre pas des choses que vous aviez en tête en venant. Vous n'étiez pas le héros, c'est le public le héros. Vous n'étiez probablement pas formulé le problème de cette façon-là. Donc ça c'est important. Je vous essayer de dire, faut prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il y a un enjeu, hein. Parce que l'enjeu aussi, l'autre enjeu qui était fondamental, c'est de dire, si vous faites votre présentation du mieux que vous savez sur le sujet que vous connaissez, d'une façon relativement rationnelle, je vais vous dire, vous allez probablement vous planter. Les gens vont vous trouver intéressant, compétent, mais il ne faut pas forcément retenir grand-chose. Pourquoi? Parce que vous avez été peut-être un peu trop tourné sur vous et passé à côté. C'est ça l'enjeu qu'on va traiter ce soir. Et bien évidemment, il faut simplifier. Je ne vous raconte pas les 17 étapes, je ne vais pas vous raconter la sociologie des salles de conférence, qui est aussi un sujet intéressant, de comment on capture les mouvements dans le non-verbal des gens pour sentir un peu ce qui se passe dans la salle. C'est pas le sujet. On reste sur des choses simples, parce qu'on veut que ça serve.
On est dans l'appel à l'aventure. Normalement, là, vous dites, il y a de la résistance dans votre salle. Peut-être ce soir, il y en aura peut-être, surtout en particulier, mettez-vous en tête, là, prenez un petit peu de contexte, vous connaissez votre audience, si vous êtes dans une grande conférence, il y a des tas de sujets en même temps. Dites-vous bien qu'il y a probablement un bon tiers, la moitié, enfin les 2 tiers des gens dans la salle qui sont venus là par hasard. Il y a quelques gens qui sont venus parce qu'ils ont lu votre titre, ils l'ont trouvé intéressant, ils ont lu le résumé, ils sont venus vous voir. Et il y en a d'autres qui vont être là parce qu'ils ont vu le titre, ils l'ont peut-être mal compris. Il y en a, ils sont dans la salle parce qu'ils se sont trompés de salle. Il y en a, ils sont dans la salle parce qu'ils avaient la flemme d'aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être été à des conférences, mais on choisit quelques sujets, puis après on navigue un peu l'instinct de ce qui se passe, on suit les gens. On arrive un peu dans les trucs par hasard. Donc là, forcément, il y a de la résistance. Là, ça tombe bien, soit il y a une faible résistance. Vous êtes venu pour apprendre ce sujet, mais il peut y avoir plus ou moins de résistance. Il peut y avoir de la résistance, au moins sur mon propos. Peut-être que voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de storytelling ? Moi, je voulais parler de Vue.js, c'est ce qui me raconte cette histoire avec Star Wars. Forme de négation. Le problème n'est pas là, c'est pas la bonne façon de le traiter. Bon, bah, il va falloir, hein. Si vous voulez convaincre un maximum de gens, il va falloir ça en tête. Il va falloir un petit peu essayer d'illustrer. Moi, je prends mon temps pour vous convaincre, vous illustrer pourquoi c'est important. En vous donnant par exemple l'exemple du conférencier qui tombe là par hasard. On n'y pense pas quand on prépare son sujet. On imagine que les gens qui viennent vont être intéressés. Bah non, il n'y a pas que. Et puis ça, c'est pour vaincre la résistance, enfin, si je vous convainc d'utiliser mes outils, et puis éventuellement motiver les plus craintifs, ceux qui se disent « ouais, bon, c'est bien beau, ouais, ça a l'air bien, mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je peux ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour aller faire des conférences vu ce qu'ils me racontent ?» Donc c'est ça, on est dans cette étape de dire bah, « il y a un peu de résistance du héros là quand même, hein. Le Eiffroy, il n'a pas envie d'y être. » Étape 4, le mentor. Voilà. Enfin, on assume pleinement son rôle. On rentre dans le creux, dans le corps de la présentation. La mauvaise nouvelle, si vous faites une présentation de 45 minutes comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive aussi au moment où les gens s'endorment. Au bout de 20 minutes, vous avez 20 minutes d'attention en général, surtout en fin de journée, peut-être 12, ça devient chaud. Donc c'est là où ça devient difficile, mais c'est là où vous allez présenter votre proposition. C'est là où vous allez dire, tiens, voilà l'outil que je te présente, qui va t'accompagner dans ta quête. Voilà la technique que tu peux utiliser. Voilà le sujet important. Voilà, on peut parler par exemple du changement climatique. Voilà le sujet important pour lequel j'aimerais que tu te battes aussi. Et voilà pourquoi il faut le faire. Et voilà comment tu peux le faire. Bon ben voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à voir pour moi parce que c'est là où votre savoir-faire parle. Normalement, spontanément, la plupart, il y a quelques speakers qui disent un petit peu comme des gens qui disent bah, moi ce que je veux c'est chanter, je m'en fous de quoi. Il va y avoir quelques conférenciers qui disent moi je m'en fous, donne-moi un texte, je vais parler, parce que ce qui m'intéresse c'est de parler aux gens, ça peut exister. Mais vous venez probablement parce que vous êtes porteur d'un sujet, et c'est plutôt à cette population-là que je m'adresse en tout cas. Et dans ce cas-là, je vous fais confiance. Vous le connaissez votre sujet. Même que quoi que ce soit l'impression que vous ayez de votre niveau de maîtrise, croyez-moi vous le connaissez, vous avez des choses intéressantes à raconter aux gens. Donc ça vous saurez faire. C'est l'étape facile. Et puis à la fin, crossing the threshold là. Le moment qu'il faut donner le coup de pied à notre petit héros pour qu'il parte vraiment en mission. Vous n'allez pas pouvoir tuer l'oncle et la tante de Luke Skywalker, il faut qu'il parte. Vous n'avez pas ce moyen-là. Donc c'est là où ça sera important, ça va être la clôture de votre conférence. C'est là où vous allez envoyer les messages et vous allez dire bon, vous avez compris, vous avez retenu ce qui est important, maintenant, à votre prochaine conférence, vous allez appliquer cette méthode. Vous allez penser à votre objectif. Vous allez faire call to action. Et je veux que vous le fassiez dès la semaine prochaine quand vous commencez à bosser. C'est ça le call to action. Alors peut-être que 10% d'entre vous qui vont suivre ça, il y en a peut-être 30% qui ont envie de le faire, il y en a 20% il y en a plus que 20% qui se rappelleront quand ils sont rentrés chez eux, il y en a 10% qui ont le temps pour le faire. Mais c'est pas grave. Si on arrive à toucher 10-15% de son public, on a réussi quelque chose, on a créé un mouvement. Fondamentalement, c'est ça. C'est répondre à la question que tout le monde se pose, une fois que vous avez trouvé que c'est trop intéressant et qu'ils ont envie d'agir, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi ce que je dois faire. Normalement, jusqu'ici, vous avez travaillé pour que les gens aient envie de dire « Ok, c'est bon, tu m'as convaincu, il faut que je fasse quoi ? Comment je fais pour avancer ?» Et voilà comment on applique le storytelling. Bon, maintenant, vous allez me dire « Pas forcément facile, hein. C'est compliqué, c'est un peu de travail, il faut franchir à ces étapes. Et puis, est-ce que ça marche tout le temps ? C'est pas sûr, c'est pas vraiment ce que j'ai fait ce soir. C'est pas du tout la technique que j'utilisais pour Devoxx 2014. Moi j'utilise une autre technique. Je veux dire qu'elle marche pas. J'en utilise une autre et c'est celle dont je vais vous parler maintenant. On a regardé un peu les histoires, il y a peut-être un autre univers qui est intéressant. Si on veut parler un peu cette fois aussi dans une démarche d'engagement, c'est-à-dire comment on fait pour mettre les gens en mouvement, comment on fait pour qu'ils aillent chercher des choses, qu'ils vous suivent, qu'ils vous écoutent, comment on crée cet élan-là. Il y a un univers qui existe en général. C'est le monde politique. Le monde politique peut être une source intéressante. Et il y a quelqu'un qui a travaillé sur ce sujet-là.
alors qui a travaillé sur des sujets divers, hein. Il n'y a pas que le monde politique, et pas que sur des discours politiques, même dans le monde politique. Nancy Duarte, donc c'est une professionnelle de la présentation, une américaine, il y a des conférences, elle écrit des bouquins, je vous en donne des références. C'est un peu ma maître à penser dans la technique de présentation et d'engagement, je ne m'en cache pas. Elle s'est penchée là-dessus. Alors pourquoi elle s'est penchée là-dessus? Parce qu'elle est très très forte en présentation, on va dire visuelle, sur le travail du visuel. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs, parce qu'elle avait écrit un bouquin pour expliquer comment faire des présentations PowerPoint intéressantes. C'est le seul bouquin que j'ai trouvé à cette époque-là où moi je faisais beaucoup de PowerPoint et je voulais trouver quelque chose qui ne m'explique pas comment on met des ronds dans des carrés, mais quelque chose qui dit comment je fais un contenu qui est intéressant, qui attire les gens. Mais j'ai trouvé cette dame qui s'en occupait. Et cette brave dame, comme elle était très très forte à l'écrit mais moins bonne à l'oral, ça l'a taraudée et donc elle a travaillé, elle a étudié, j'ai dit je vais apprendre des meilleurs. Elle a analysé des discours. Le discours de Martin Luther King, la présentation de l'iPhone, un discours qu'a donné Ronald Reagan lors de l'accident de Challenger. Et plein d'autres encore, qu'elle présente dans son bouquin. Et elle a trouvé, alors donc, quand je mets Martin Luther King et Steve Jobs en face à face, c'est un peu étonnant, elle a quand même trouvé des points communs. Il y a une structure fondamentale et assez simple qu'on retrouve là-dedans. Et cette structure, elle est intéressante parce que c'est elle qui va permettre de dire, je passe une histoire où je raconte un peu ce qui se passe, et c'est pas forcément que ce soit pas intéressant, mais c'est pas engageant, ça donne pas envie aux gens, à quelque chose qui soudainement les gens accrochent, ils ont envie d'y aller. C'est intéressant. Et c'est tout bête. Ça se représente par une petite ligne qu'elle appelle la sparkline, un petit peu comme un électrocardiogramme. En fait, elle a remarqué que très souvent, les speakers, ils mettaient en abîme deux situations. Ce qu'elle appelle le what is et le what could be. En gros, qu'est-ce qui se passe si vous faites rien? Si vous faites rien de plus que ce que vous faites aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passerait si vous mettiez ce petit surcroît d'énergie, ce petit engagement, si vous preniez cette petite décision pour améliorer les choses. Et tout le discours de ces gens-là, il est là-dessus. J'alterne entre voilà ce qui se passe aujourd'hui, ça serait quand même vachement mieux si ça, n'empêche que c'est dommage parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et en fait, quand on y pense bien, n'empêche que si on faisait ça. Et elle a fait cet exercice-là, analysé tous ces discours, elle a fait même une belle représentation graphique à chaque fois, et elle voit bien ce rythme d'aller-retour. Et elle voit bien aussi, on sent aussi en analysant les réactions des gens, à quel moment les gens accrochent par rapport à ce rythme. Et c'est important, ce sens du rythme, on va y revenir juste après, je vais vous dire pourquoi. Si on veut illustrer quand même un peu ça, si on prend alors je vous recommande, alors ça a terrorisé, j'ai présenté ça à Speaker Academy à la première promotion, et le feedback que j'ai eu derrière, c'était tout le monde était terrorisé en disant « Oh, faut pas nous montrer Steve Jobs, on n'aura jamais ce niveau-là ». Mais je vous encourage quand même à regarder la présentation, la keynote de l'iPhone, si vous ne l'avez pas fait récemment, si vous l'avez fait, refaites-le un peu, de 2007, parce que vous allez voir comment elle est brillante. Et à force de ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous allez essayer de l'écouter pour comprendre un peu l'analyser les techniques qu'il utilise, vous allez comprendre, vous allez un peu décortiquer les trucs, vous allez voir la brillance de cette démonstration. Elle est un peu passée sous silence, enfin l'iPhone n'est pas passé sous silence, mais peu de gens sont intéressés finalement à la keynote en elle-même. Et Steve Jobs, il est vraiment clairement là-dedans. Il parle des téléphones de l'époque, des smartphones de l'époque, qui sont des espèces de machins compliqués à utiliser, avec des têtes de con, qui sont fondamentalement totalement utilisés, et puis il raconte, ça serait quand même mieux d'avoir un machin. Par exemple, il dit, c'est con les smartphones. Regardez, un smartphone, il a plein de touches. Alors il y a une touche pour le mail, il y a une touche pour Internet. Bon, mais c'est con, si je veux rajouter une nouvelle application sur mon téléphone, il me faut une nouvelle touche. Il y en a déjà beaucoup. Comment on fait pour faire ça? Ça serait quand même vachement mieux si mon clavier pouvait se reconfigurer en fonction de l'application que je suis en train d'utiliser. Et puis voilà, les appareils photo ils sont pas terribles, et puis c'est pas pratique de chercher ses contacts. Et tout comme ça serait quand même vachement mieux si nos téléphones ils permettaient facilement de trouver mon contact, de déclencher tout de suite un appel comme ça. Donc il fait son teasing comme ça en disant regardez vos téléphones aujourd'hui ils sont pourris, ça serait quand même vachement mieux si les téléphones étaient comme ça. Puis enfin évidemment quand il va sortir son téléphone qui dit regardez ça tombe bien on l'a inventé, tout le monde est comme ça. C'est quand Martin Luther King dit aujourd'hui il y a la ségrégation, les gens sont pas traités pareil, c'est source de conflit dans la société, ça serait quand même vachement mieux si tout le monde se respectait, si tout le monde avait les mêmes droits. On est exactement dans ce même discours. Un discours simple et répété. Et c'est quoi l'intérêt de cette répétition? C'est un travail de résonance. Ce que vous allez voir en plus c'est que l'orateur il est important, il va y croire à son message. Et ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous parlez de quelque chose que vous aimez, ça va être naturel pour vous. Quand vous êtes à l'aise dans votre sujet, vous allez en parler, vous allez croire, vous allez l'incarner votre sujet. Donc si vous êtes là, vous aussi, en train d'alterner entre se dire quand même, ça fait quand même une sacrée différence de raconter une histoire en y mettant de l'émotion, en y mettant du rythme, en faisant comprendre aux gens pourquoi c'est important, plutôt que simplement leur présenter factuellement les faits, parce que si on leur présente que factuellement les faits,
ils vont pas s'en rappeler. Alors que si vous parlez à leur cœur plutôt qu'à leur cerveau, ils vont s'en rappeler. C'est ça la différence qui joue. On cherche à parler au cœur, aux émotions, en plus du cerveau. On va chercher de l'attention, on va chercher de l'émotion. C'est tout simple, c'est ça. Donc la question, c'est bien joli tout ça, est-ce que ça marche? Nous on a fait ce travail-là, clairement. C'était l'idée de fond, on trouvait ça intéressant, qu'il n'y avait pas d'autres méthodes, hein, donc on s'est dit on va peut-être appliquer une méthode, au moins à défaut de ne pas en avoir, ça nous permettra, si on se plante on dira que c'est la faute de la méthode, puis si ça marche on dira c'est grâce à la méthode. Donc on a essayé de structurer notre présentation comme ça, pour faire des allers-retours, alors elle traîne encore sur YouTube, vous pourrez la voir. Donc voilà, pour dire voilà, ça pourrait être, machin, on a essayé ça, et putain ça a marché. Voilà, on a parlé d'un truc qui était extrêmement technique. On parlait de la banque, on parlait de la finance, on a essayé de rendre ça un peu sexy, dynamique. Mais les gens, il y a eu une réaction du public auquel on ne s'attendait pas. Il y a des gens qui sont venus spontanément nous remercier pour dire c'est vachement bien, c'est intéressant, j'ai appris des trucs, c'est super ce que vous faites. On ne s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait à ce qu'une personne dise ouais c'est pas mal, faut vous en dire plus. Non, il y a des gens qui sont spontanément qui sont venus nous parler derrière. Moi je ne m'attendais pas du tout à ça. On va pas se mentir, hein, c'est pas parce que je suis un speaker brillant, c'est pas parce que notre sujet était particulièrement intéressant, il était pas dégueu notre sujet, mais parce que sinon les gens seraient ennuyés, mais fondamentalement c'est pas ça, c'est vraiment la technique. J'attribue 80% de notre succès à l'application de la technique. Pourquoi? Parce qu'on a parlé aux gens, et ça ils n'ont pas l'habitude. On a aussi bénéficié d'un effet de contraste par rapport à des tas de gens qui traitent brillamment de leur sujet, mais relativement platement par rapport à tout ce dont je vous raconte. Ça crée un différent, ça crée un contraste. Les gens s'en souviennent. Ça marque. Alors, voilà, il y a des traces concrètes qui se voient encore. C'est, voilà, tiens, il y a Xebia qui disait, alors les corps sont encore un peu soft, un excellent retour, un exercice mené avec brio. Donc ça marque les gens. Derrière, ils racontent des choses comme ça. Les conférences à voir, avec un truc, voilà, les details des auteurs font de cette présentation un must-see. Et c'était notre première présentation, hein, en conférence. On avait fait des trucs en entreprise, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait ça. On s'attendait pas du tout à ça. Là, un truc ça va, la présentation que j'ai le plus aimé, voilà. Quelqu'un qui dit, bah, c'est juste le truc que j'ai kiffé le plus, c'était ça. Donc face à des gens qui ont l'habitude, qui font ça hyper souvent, qui ont l'habitude de sortir ce jeu. Pas de magie. Je ne suis pas le héros, je n'ai fait qu'utiliser le bon outil. Et cet outil, je vous le partage ce soir. Et je vous encourage vivement au moins à jouer avec, à l'explorer pour voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un peu au-delà de cette idée? Donc on va voir, hein, cette idée effectivement de dire le what is, what could be, c'est toujours cette idée de fond qui est l'idée de mise en abîme. C'est toujours un outil intéressant. C'est-à-dire que même pareil, là, une idée, je vous donne plein de choses ce soir, mais qui peut surnager, toute simple, c'est essayer de créer un peu de dynamique. Créer dynamique, c'est la mise en abîme. Ça peut prendre plein de formes, quoi. Ça peut être changer le rythme, prendre des pauses, changer le style des slides, passer de slides à une vidéo, chanter, coder, créer tout ce qui peut créer du rythme. De toute façon, ça sera l'occasion de créer des choses. Et ça, on rejoint un peu cette idée de créer de la résonance, du rythme, de l'échange avec les gens. Tout ça, c'est ce qui va rappeler les gens, les ramener à vous. Par exemple, je pourrais vous sortir ça. Alors ça, moi je le vois à peu près à toutes les conférences, hein, ce slide-là, je le vois en entreprise. Alors ça, c'est du slide corporate royal, que je démontre royalement, c'est brillant. Hein. Si on parle de la 5G, c'est quand même un sujet intéressant, on s'en fout. Et si jamais je vous montre ça et que je suis par ça, forcément, je crée quelque chose. Il y a une vache, pourquoi il y a une vache alors qu'on parle de 5G, c'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. Mais j'ai votre attention. Puis j'ai mis une vache, c'est sympa. On est dans le vert. Donc voilà, ça va clôturer la deuxième technique qu'on a vue ce soir. C'est blanc, mais c'était encore une technique qui demandait du travail. Il faut faire ce travail d'analyse. Thomas, j'ai envie il est très très fan de cette technique-là, et en général, la dernière fois que je lui parlais, toutes ses présentations, il fait son petit truc à la fin, il dit alors ça, ce slide-là, il est plutôt à droite, plutôt à gauche, etc. Et il analyse pour vérifier qu'il travaille son rythme. Aujourd'hui, alors au départ, cette formation était très scolaire. Et je m'excusais en disant, je suis désolé, je vais faire une présentation plutôt scolaire, et j'applique pas du tout les techniques que j'utilisais là, parce que je n'étais pas encore à l'aise pour me dire comment je fais effectivement dans une démarche de formation qui est un petit peu spécifique, pour appliquer ce genre de technique. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu retravaillé pour vous, parce que quand j'ai fait une répétition hier, j'ai trouvé un peu médiocre, donc j'ai un peu retravaillé, puis j'ai essayé de lui mettre un peu de rythme. Donc moi aussi, j'ai un peu fait le truc, puis j'ai essayé de vous rappeler un peu le message. Mais il y a encore du travail à faire là-dessus. C'est long. Ça met du temps à se maîtriser. Notre présentation de Devox, on l'a bossé, ça a dû faire 100 heures de boulot, on a bossé pendant des mois, après c'était chaud. Voilà. Pas forcément le temps. Peut-être fatigué. Puis des fois, vous avez une présentation à faire la semaine prochaine, vous sortez vos slides, un peu comme moi, il faut trouver autre chose. Bon, c'est cool, j'ai une super méthode. Hyper rapide, simple, méthode technique. Génial, qu'on peut utiliser à l'arraché. C'est le ProRep.
Ça, c'est un truc de cabinet de consulting, mais ça se partage, c'est quand même sympa. PROEP, comme son nom l'indique, c'est pas un auteur, c'est un acronyme. Ne vous inquiétez pas, les slides seront disponibles. Si c'était ça qui vous intéressait. Donc, c'est quoi PROEP? C'est un acronyme, s'il y a un peu au début et un peu à la fin, c'est normal, c'est que c'est la même chose. C'est l'idée de fond. Donc, c'est de dire, au début, l'objectif. Voilà. Pourquoi je suis là? Pourquoi vous devriez m'écouter? Qu'est-ce que vous avez gagné? Pourquoi je suis là? Pour vous parler de techniques de présentation. Pourquoi vous devriez m'écouter? Parce que je les ai appliquées et que ça marche pas mal. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Si vous faites comme ça, vous allez avoir l'occasion de faire des performances, des présentations qui auront une tête au-dessus des autres. Et ça va aussi bon à prendre. Donc, parce qu'à la fin, si vous faites des conférences, c'est pour impacter les gens, pour que les gens vous écoutent au moins pour une partie d'entre eux et qu'ils se mettent en mouvement. Donc, n'oubliez pas cet objectif-là. Ce que vous faites sert à quelque chose. Donc, je sers votre objectif. Le rationnel, les arguments, la démonstration. Je vous explique la méthode. Je vous explique pourquoi elle est bien. C'est ça. Pourquoi mon truc il est vachement bien. Les objections. Qu'est-ce que vous pourriez reprocher à ma super brillante méthode? C'est compliqué, ça prend du temps. Essayez de dégager un peu de temps. Puis éventuellement, je vais vous donner une petite méthode bis un petit peu moins bien, mais vous pourriez prendre. Donner des exemples. Je vous ai raconté un peu ce qui se passe. On a pas mal illustré, mais on illustre un petit peu tout ce qu'on a présenté. Et à la fin, on revient sur l'objectif. Rappelez-vous. Appliquez ces méthodes que je viens d'illustrer. Elles vont vous permettre d'obtenir de bons résultats. Tout simple. Ça, c'est clair. Vous faites. Ça, c'est en particulier très très bien pour le format type pitch. Ça marche pas mal sur un format de 20 minutes, tac tac tac. Ça vous peut être cadencé ça. C'est tout simple, c'est pas cher. Et ça sert tout le temps. Et ça ne demande pas beaucoup de travail. C'est-à-dire, on peut séquencer notre travail comme ça, on est assez content. Et encore, j'ai gardé une petite chose. On va dire le meilleur pour la fin. Un truc assez drôle. On va s'intéresser à un de nos geeks préférés, Bill. Alors. Bill, il a fait un tech talk qui a marqué les gens il y a quelques années. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, lever le doigt. Il va parler de malaria. Donc là, Bill est très riche, il est toujours très riche, mais il est déjà très riche à l'époque. Il a quitté Microsoft. Il s'intéresse à faire de la philanthropie. Et il s'intéresse beaucoup, c'est toujours le cas d'ailleurs, aux problèmes de santé et d'hygiène dans le tiers-monde, on va dire. Et là, il s'intéresse à la malaria. Alors, juste, j'ai oublié de faire ça. Alors, je sais pas si on a le son. C'est en anglais. Je sais pas s'il y a le son, on va voir. On a oublié de vérifier ça. Donc, il n'y a pas de son. C'est pas très grave. Donc ce qui se passe là, donc c'est un tech talk, ça dure un quart d'heure. Il est en train d'expliquer aux gens que c'est con parce qu'en fait on dépense 100 ou 1000 fois plus d'argent pour la recherche pour lutter contre la calvitie que contre la malaria. Alors il dit, je comprends, hein, c'est quand même important, la calvitie c'est un gros sujet, et puis les gens riches sont atteints de calvitie. Donc ça motive. Il dit mais c'est quand même dommage parce que la malaria c'est important, ça décime des populations, ça cloue des économies, ça empêche le développement de régions. Ça vaudrait le coup quand même de passer un peu plus d'argent et d'énergie pour traiter le problème de malaria. Donc il raconte un peu tout ça. Puis depuis qu'il est arrivé sur scène, j'ai coupé la vidéo pour aller. Il y a cette petite boîte là, vous voyez. Il est venu, il a posé la petite boîte, puis il s'y est pas intéressé. Et puis là, ce qu'il est en train de faire, il va ouvrir la boîte. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, bon, j'ai pris la liberté d'amener quelques moustiques, parce qu'après tout, pourquoi il n'y a que les pauvres qui auraient le privilège de découvrir ce que c'est que la malaria? Silence de mort dans la salle. 30 secondes après, il dit, je vous rassure, ils sont pas contaminés. Les gens rigolent et s'étendent. Super technique de présentation. Soudainement, il a l'attention des gens, soudainement, les gens s'en rappellent, ils se rappellent de cette histoire-là. Et cette petite technique, elle est classique, mais elle est pas mal utilisée dans les têtes. Elle a un nom, on appelle ça le moment star. En plus, c'est classe. Something they'll always remember. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, c'est chaud d'avoir la bonne idée. C'est pas forcément facile d'avoir le bon contexte, mais tant qu'à faire, si jamais ça vous vient, ça peut toujours servir. Moi, à la limite, c'est une petite technique, là, changement de rythme, je vous fais une petite vidéo, c'est plutôt rigolo. Ça fait le petit machin de vous rappeler, vous allez peut-être chercher cette petite vidéo de Bill Gates. Pour donner une autre illustration, il y a quelqu'un qui était venu parler tout à l'heure si je ne dis pas de bêtises, du réchauffement climatique et d'impact du CO2. Et était venu expliquer qu'un burger, pour faire un burger, il fallait des 100 litres de pétrole. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé sur scène avec un burger et un jerrycan, il faisait son explication, puis au bout d'un moment, il commence à prendre son jerrycan et il remplit des bouteilles. Pour montrer aux gens et illustrer très concrètement ce qu'il fait. Donc si vous avez l'occasion un peu d'illustrer ça, ça marche. Dans la technique, ça marche aussi. J'ai vu, je crois que c'était un Devox, une brillante présentation sur Kubernetes, si je dis pas de conneries, ou peut-être que c'était Mesos, whatever, quelque chose pour gérer du clustering, des gens qui étaient venus avec un petit cluster de Raspberry Pi pour faire tourner leur service, qui montraient que c'était résistant aux pannes, grâce à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démarré la tronçonneuse, ils ont tronçonné ils sont un peu fait engueuler par les pompiers après, parce qu'il y a des morceaux qu'on volait un peu partout. Mais n'empêche qu'ils ont leur démonstration. Et pareil, vous trouvez que quand on voit un mec découper la tronçonneuse d'un ensemble d'ordinateurs sur une scène, on s'en rappelle. Donc on peut le faire.
ça peut être l'occasion de trouver, et c'est le petit plus. Après, attention, ça reste un gimmick. C'est maîtriser le reste, parce qu'après, vous vous rappelez pour le mec qui a fait une keynote sur scène, bon, on va dire c'est toujours ça, au moins on a créé une impression, c'est mieux que le mec qui raconte un truc, j'ai complètement oublié de quoi il parlait, mais si on dit au départ, on vient là pour raconter une histoire, pour que les gens vous écoutent et aient envie de faire quelque chose, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça peut marcher, surtout sur un message simple. Voilà, j'arrive au bout de la série de 4 techniques que je vous ai données ce soir. Donc l'idée de fond, rappelez-vous, c'est les 4 techniques. Pourquoi? Qui ont toutes leur rythme, tout un engagement différent. C'est un peu de choses, c'est pour ça que je vous ai donné les références au slide derrière pour que vous puissiez vous retrouver. L'idée de fond, c'est parce que franchement, si vous y mettez tout votre cœur à parler du sujet qui vous tient à cœur, vous avez parlé très bien et vous maîtrisez, il y a pas mal de chances qu'en fait, à part des experts, les gens soient plutôt indifférents. Polis, respectueux, parce qu'ils vont reconnaître votre compétence, mais relativement insensibles à votre message. Donc ce qui est important, c'est ça, allez chercher des choses qui vous plaisent, testez-là, je suis convaincu que c'est pas compliqué, moi j'ai réussi, et on passe de gens comme ça, bon là c'est peut-être un worst case, à des gens qui peuvent être comme ça, quoi. Parce que ça je l'ai vu, les gens ils se lèvent, c'est content, ça aura parlé, c'est dynamique, ça aura plu, ils s'attendaient pas à ça, et là ils sont contents. Voilà, c'est ça les outils, et c'est ça qui est important, n'oubliez pas ça, dans tous les cas, même si ce n'est pas les techniques, travaillez la forme, vous avez un objectif, pensez call for action, qu'est-ce que vont faire les gens derrière. Donc moi, mon call for action, il est très simple. Il y a plein de méthodes. Choisissez-en une et mettez-la en œuvre. Réfléchissez-y. Et éventuellement, dès ce soir, laquelle qui vous tente un peu, soit vous essayez de creuser, voir mes slides, soit vous dites, tiens, j'ai déjà un sujet, qu'est-ce que ça voudrait dire? Faites-le tout de suite. Ça vous crantera, ça vous aidera à vous rappeler des choses. Voilà, alors j'ai une autre petite vidéo en passant, là j'ai celle de Simon Sinek qui passe aussi à Speaker Academy, qui vous expliquera aussi une autre technique pour l'engagement, sur comment structurer son message, c'est un peu différent. Nancy Duarte qui donne une conférence, on racontera la même chose que je vous ai dit à propos de la Starkline, mais bien mieux que moi. Quelques livres recommandés, le retour du QR code, et puis voilà, c'est tout. Merci de votre attention, et puis je vais prendre vos questions si vous en avez. Pas de questions? Non. Tout paraît limpide. C'est moi qui vous torture avec des questions? Ah, petite question fond, ouais. J'ai peut-être pas été attentif sur toute ta conférence, mais est-ce que tu as placé un moment star dans ta conférence? Pas du tout. J'évite ce jeu-là. Je rêve d'en avoir un jour. Mais pour l'instant, à part arracher ma chemise, j'ai pas pensé à grand-chose. Donc, comme c'est pas hyper pertinent, si je pourrais arracher ma chemise et tatouer un slide, mais c'est un peu extrême. Non, je me suis régulièrement posé la question. Honnêtement, chez mon petit travail, je faisais une des techniques. Le plus souvent, c'est une des 2 premières. Et puis après, si le temps passe, je me dis, est-ce que je peux glisser un moment star? Mais je suis un peu hésitant. Je crains un peu un côté gimmick. Puis de toute façon, franchement, hein, que tu es attentif ou pas, si tu te rappelles pas du moment star, j'ai franchement raté. La bonne nouvelle, c'est que j'ai même pas essayé. Si on est face à des investisseurs de projets aujourd'hui, du coup, est-ce qu'on attend, si on pitch son projet, est-ce qu'on attend à ce que ces derniers applaudissent à la fin, ou bien c'est quoi qu'est-ce qu'on va... Alors, le pitch pour les investisseurs, je suis pas sûr que ça marche à mort. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur ce sujet, donc je voudrais pas qu'on utilise aveuglément mon discours là-dedans. Je recommanderais le ProEP. Je vous assez clair pour dire c'est quoi le problème que je veux traiter, voilà pourquoi je veux le traiter, voilà les raisons pour lesquelles je veux le traiter, voilà comment je le traite, voilà les objections qu'on pourrait faire à ma proposition, voilà comment ça va marcher en vrai. Donc n'oubliez pas, voilà la proposition. Je pense que le ProEP marche pas trop mal. Le storytelling, je vais pas dire de bêtises, c'était des gens qui diront que le storytelling c'est très très bien pour pitcher les investisseurs. Ça, c'est les techniques que je vous présente ce soir, elles marchent très bien pour aller à un public, donc plutôt à des gens en masse, sur une dynamique plutôt faiblement interactive. Si tu es face à des investisseurs, ils vont vouloir poser des questions, tu vas vouloir être impactant sur un temps plus court. Là, il y a d'autres techniques comme l'élévateur pitch. Mais c'est toujours des choses comme ça, encore des acronymes de type ProEP qui très très vite. Problem statement, c'est quoi la solution, pourquoi ta solution est bonne. C'est ça que tu veux faire. Puis après, pourquoi tu as besoin d'aide et à quoi cette aide va servir. C'est un petit peu ça, ce genre de choses. Mais l'idée de fond, dans tous les cas, ça c'est une démarche, quelle que soit la présentation, quelle que soit votre situation, n'oubliez pas, connaissez votre audience, qui va vous écouter, ça marche aussi pour l'investisseur. Les traiter comme des rois, et savez exactement pourquoi vous venez, et ayez-le en tête quand vous allez parler. Vas-y, excuse-moi. Et si par exemple, tu connais pas ton audience aujourd'hui, on te dit demain tu dois présenter ton projet. Je pose un maximum de questions. J'essaie de savoir à qui, pourquoi, et j'essaie de comprendre à ce que les gens laissent. Si jamais j'arrive dans une salle et putain faut que je parle, je connais pas, je pose des questions.
qui est toi, c'est quoi les profils, vous faites quoi, etc. Qu'est-ce que vous attendez? Tout simplement, demandez pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous attendez. S'ils sont 150, ça peut être compliqué. Tu vas être obligé d'arriver avec quelques questions en disant qui vient pour s'amuser, qui vient pense parce que j'ai quelque chose d'intéressant à raconter, qui vient parce qu'il a de l'argent à dépenser, j'en sais rien. Mais tu peux toujours un peu explorer ça. Et si par exemple tu es en face de, disons, d'une cinquantaine de personnes, est-ce que tu Comme là. vas poser des questions? Là, tu peux poser des questions comme ça. C'est un peu. Julien avait commencé en disant finalement c'est quoi les profils. Sinon j'aurais posé la question pour explorer un peu quels étaient les profils présents, tech, non tech. Est-ce que les gens ont de l'expérience? Est-ce qu'il y a pas un fact find? Ça c'est ce genre de questions. De toute façon ces questions-là sont plus intéressantes. Un, ils permettent toi de prendre le temps de connaître les gens, de voir un petit peu comment ils sont. Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils sont plutôt désintéressés, tendus, énervés? Donc ça crée un lien. Ça te permet de te rapprocher de ton public parce que ça aussi, ça donne plus on approchait de ces gens, plus on a l'occasion de voir qui t'écoutent. Donc c'est une dynamique positive de poser ces questions-là, toujours. Ouais. Allez, honneur aux dames. Merci. Alors, moi j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut faire une super présentation sans slide? Ouais. Parce que parfois je trouve que ça plombe les slides. Alors il y a plein de techniques de présentation. On peut faire des présentations sans slide. Les meilleurs y arrivent très très bien. On peut tout à fait. Ça dépend. Là, bon, moi je pense qu'en général je fais trop de slides. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a des éléments écrits, ça permet de passer des messages. Ce qui est sûr en tout cas, ayez bien en tête, c'est tout un sujet entier, vos slides ne sont pas votre support, c'est votre illustration, c'est le paysage qui ne change pas. Il ne faut pas les regarder, il ne faut pas les lire, il y a encore trop de choses dessus, je pense. Il faut que je radicalise mes slides. On peut utiliser des formats, donc on peut le faire bien évidemment, moi j'y ai capé là, sans rien, les mains dans les poches, quand on sort à côté. Je ferai une ou deux conférences comme ça. Il y a d'autres formats qui existent, bien sûr. Je dis en appareil, il y a live coding, donc on est très concrètement, alors ça peut être ce qu'on appellera en général de la démonstration, quoi. Il faut tout simplement démontrer ce qu'on est en train de faire. C'est un autre format. Il y a des formats plus ésotériques. Il y a Romeo Moura, que j'encourage à voir. Maintenant, il fait des conférences en faisant une mind map. Donc il parle des sujets, et il écrit ces sujets, il constitue la mind map, donc la mind map apparaît au fur et à mesure qu'il paramètre, et il sert de ça finalement pour être sûr qu'il couvre bien ces sujets. Donc il y a plein d'outils possibles, et bien évidemment, c'est pas du tout nécessaire d'avoir des slides. Okay. Et alors ma deuxième question, c'est quand on a, ce qui est mon cas, souvent une audience internationale, en fait, cette technique, elle fonctionne pour tout le monde. Ah oui, elle est universelle. Elle se veut universelle. Ouais. Tu vois, la structure du mythe, elle est universelle, elle est présente dans... Bon, je sais pas, il faut que j'aille voir le travail de Joseph Campbell pour m'assurer que par exemple il a intégré des mythes indiens. J'en sais foutre rien. La structure du Resonate, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Ce côté de What is what could be, j'ai tendance à dire qu'elle peut dynamiser des gens. Et puis je t'invite à tester le truc, elle nous raconte. Elle va confirmer, mais je pense que oui, moi je soupçonne que ça marche. Puis de toute façon, comme je disais, quel que soit votre contexte, utilisez ce genre de technique. Déjà, il y a 10% des gens qui essayent d'aborder ce genre de choses. Donc déjà, vous avez fait une différence et vous avez créé de l'intérêt. Ok, merci. Pour avoir des exemples sans slide, il faut avoir les conférences TED. Les conférences TED, ouais. Je pensais à ça. Mais aussi. Là, il vaut mieux, effectivement, quand il va falloir être court sur son message, il faut plutôt un message simple, et effectivement, tu es plutôt dans un pitch d'une vingtaine de minutes, que quelque chose de 45 minutes, parce que là, ça fait un peu long, déjà que je blablate beaucoup. S'il y a moins des supports, ça permet de passer le temps. Tu n'as pas parlé d'interactivité avec le public, leur poser des questions, les faire un petit peu participer Ah si, je disais au début, on essaie de cadrer, et puis après là, je traite un format spécifique qui est le format de la conférence, où c'est plutôt faiblement interactif. Ce sera un sujet intéressant qu'on n'explore pas tellement dans Speaker Academy. Je pourrais parler de comment j'organise mes BBM, mais c'est très différent. On est plutôt dans un atelier, et c'est d'autres techniques d'animation. C'est plutôt des techniques d'animation à ce moment-là que des techniques de speaker. Là, l'idée de fond, c'est de dire justement comment je fais pour engager tout un paquet de gens, ou en tout cas une partie des gens à qui je parle, sans avoir l'opportunité de leur parler directement. Donc c'est un contexte. Donc sur des petites... ça marche bien à partir de 20 personnes, c'est une technique recommandée à partir de 20 personnes. On a parlé de l'attention et du fait d'essayer de ne pas la perdre. Comment on peut ressentir la perte d'attention avant qu'elle soit réellement effective et que le public est... Ça se voit, hein, quand tu regardes, tu commences à voir les gens qui sont fatigués, qui s'endorment un peu, qui regardent ailleurs, qui sortent leur téléphone, tu as des signes. Et à ce moment-là, tu vas vite les rechercher, hein. C'est facile, tu oses un peu la voix, tu marques un blanc. Ça marche bien, moi j'ai un peu de mal avec les blancs, je parle beaucoup, mais arrêtez de parler, il y a plein de têtes qui se lèvent, c'est fini. Donc, et on sent ça si tu es à l'écoute de ta salle. C'est pour ça que je reviens au truc, hein, ce que je expliquais beaucoup à nos élèves, c'est choisissez, surtout pour le début, un sujet qui vous tient à cœur. Et travaillez-le. Quand on travaille son sujet et qu'on sait pourquoi on parle, vous avez vachement envie de parler. Donc quand tu parles, très très vite tu vas te libérer.
t'as plus besoin de tes slides, t'as ce ton, mais là tu commences à être attentif à ça. Et du coup, tu vois naturellement. Évidemment, quand on est un peu stressé, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on regarde ses slides, ça va être un peu plus chaud de sentir. Il faut se forcer à ce moment-là, à regarder les gens, à voir, balayer du regard, voir s'il n'y a pas des gens qui sont dans la gauche. Puis après, il y a toujours de la perte, parce que les gens sont fatigués. Tu sais pas quels gens ils ont. Il y a des gens qui sont trompés de salle. Les gens sont venus là parce que c'était chaud, qu'il y avait une chaise. Et voilà, tu iras pas les chercher et c'est pas grave. Et juste le temps de préparation acceptable en fonction de format sur un format pour 15 minutes, présentation de 15 minutes. Alors moi j'ai donné, qu'est-ce que j'ai dit souvent, je dis en gros ça dépend. Alors moi j'ai une bonne unité, ma métrique c'est souvent un slide, ça va me faire 2-3 minutes et un slide c'est à peu près 1 heure de boulot. Voilà. Donc 40 minutes, un taux comme ça, c'est une vingtaine d'heures de boulot. Et alors, celui-là, il resserre. Hein. C'est la 3e fois qu'il passe. À chaque fois, il est retravaillé. Pour le repasser là, j'ai dû investir 4-5 heures. Il a été franchement amélioré. Vous verrez, d'ailleurs, si vous allez vite, je pense que vous verrez que sur ma page, vous trouverez le lien vers la précédente version. Il a été franchement restructuré aujourd'hui, parce que quand j'ai fait une répétition, je me suis rendu compte qu'il était très fragile à certains endroits. Mais faut l'assumer. Et aussi, c'était pas le sujet du jour, mais répéter, c'est important. Idéalement répéter avec des gens pour donner du feedback, mais déjà répéter tout seul pour voir si votre histoire est fluide. Parce qu'à la fin, rappelez-vous, vous avez un objectif. Pour bien porter votre objectif, il faut que vous incarniez votre histoire. Si vous avez du mal à raconter votre histoire parce que vous avez mal collé vos slides, parce qu'il y en a un qui est faible, parce qu'il y a un truc qui vous paraissait génial, mais vous ne savez pas l'introduire, c'est le slide qui perd, c'est pas le discours. Ça rejoint un peu ta question qui est de dire, ça à la fin, quand on répète, ce qui gagne, c'est le discours, pas le slide. D'ailleurs, c'est aussi, je n'avais pas parlé, mais une technique de préparation, il y en a qui font ça. Je prépare sans slide, je m'enregistre, je le fais 2-3 fois, je prends des notes, puis j'essaie d'illustrer un peu ce que j'ai raconté. Pour la réponse aux objections, est-ce que vous avez quelque chose à nous suggérer, particulièrement pour les objections qui font très mal sur les valeurs ou bien sur des différences d'appréciation difficiles à expliquer, à prouver? Alors là, il faut regarder un petit peu la technique du change management. Ça devient un peu autre chose. Il faut déjà, accepter le fait que les statistiques disent que quand vous parlez à une salle, à une assemblée comme ça, neutre, il y a 1/3 des gens qui, a priori, vont être d'accord avec vous. Il y a 1/6 pardon, des gens qui vont être, a priori, d'accord avec vous. Il y a un autre 6 des gens qui, quoi que vous disiez, sont contre vous. Et les 2/3 des gens sont là par hasard. Donc, votre idée de fond, c'est de vous intéresser à ces 2/3. Donc, premier message, les objections un peu agressifs des gens qui de toute façon sont venus parce qu'ils sont pas d'accord avec vous, parce que quand ils ont lu votre truc, ils pensent que c'est n'importe quoi le storytelling pour les conférences, que c'est surtout pas ça, que la conférence c'est quelque chose de rationnel, d'analytique et que l'émotion n'a rien à y voir. Ces gens-là, vous n'arrivez pas à les convaincre. Et eux vont dire c'est que des conneries, et ils vont vous sortir une référence que vous maîtrisez pas, c'est quelque chose de... Donc ces gens-là, il faut les parquer d'une façon ou d'une autre. Vous dites, soit en général, très souvent, il faut dire, je suis désolé, c'est pas ce que je traitais ce soir, ou alors effectivement, ta question est intéressante, je propose qu'on en parle juste après, parce que ça va prendre un peu de temps pour en parler. Donc on essaie de les éjecter. Et après, un des travaux de préparation, si vous avez besoin de convaincre un maximum de gens, c'est évident de spotter les objections. Et la répétition, ça va un peu à ça aussi. Chercher des gens qui vont venir vous challenger en disant, qu'est-ce que tu vois comme objection pour ce que je raconte. Parmi les 4 propositions, est-ce qu'il y en a certaines qui seraient plus adaptées à des formats longs ou d'autres à des formats hyper courts Clairement, le storytelling ou le resonate, c'est bien pour les formats longs. Storytelling, ça peut même faire... je m'en suis pas servi pour un format type université, mais ça aurait le coup d'essayer. Ça pourrait être intéressant. Mais ça marche très très bien pour des formats longs, parce qu'on a le temps d'exposer, puis de toute façon c'est plutôt un mindset. On prend le temps, on expose le problème, etc. ProEP, c'est plutôt les formats courts. Et puis voilà, Resonate ça marche un peu. Resonate ça marche un peu tout le temps, mais il faut du temps pour créer cette résonance. Les discours qu'elle analyse sont des discours qui font 25 à 35 minutes, donc il faut le temps un peu de créer cet élan, etc. Comme je disais, c'est plutôt, on cherche à convaincre des gens. Donc clairement, ça, vous étiez 50, si je vous ai parlé, si vous pitchez un truc en 10 minutes, j'aurais fait passer peu de messages. L'idée de fond aussi, tu essayes de passer la matière, donc il faut que tu étales, il faut que les gens se racontent. Le storytelling, il y a ça aussi. Pour les trucs courts, c'est plutôt ProEP, et ce que j'en ai, c'est plutôt pour des techniques longues. Donc typiquement, à partir de 20 minutes, tu peux commencer à explorer ça. Après, c'est pas impossible, c'est juste que c'est très difficile. Parce que j'en ai je dirais pas que c'est impossible, mais c'est pas forcément. Je dirais qu'en gros, on fait un peu la technique du japonais avec le shuari. On applique bêtement, scolairement, la méthode pour un format de 40 minutes qui est le format idéal, et quand on commence à être à l'aise avec, on commence à l'explorer. C'est ça le shuari. D'abord, j'applique sans comprendre. Quand je suis en chou, en A, c'est je commence à comprendre, à maîtriser les règles, j'ai plus besoin de m'y référer et je commence à avoir l'autonomie. Et Ri, j'ai complètement dominé le truc et je suis capable de le dépasser, d'inventer autre chose et d'explorer.
Mais c'est toujours un bon truc à avoir en tête, ça, de dire, comprendre à quelle étape on est, surtout qu'on vient comprendre quand on est au chou, quoi. Il faut être scolaire. C'est au début, on était scolaire. On disait, tiens, ça c'est du what is, du what is, ok, j'ai bien eu l'alternance, voilà. Après, quand on a l'habitude, on commence à faire ça instinctivement. Est-ce que tu as des techniques que tu as déjà essayées mais qui ont complètement échoué ou qui ont mal à appliquer? Alors la technique qui rate assez régulièrement, c'est pas de technique. D'accord. C'est l'impro. Voilà, je serais nul en impro, on a peut-être des gens qui sont nuls en impro. Puis franchement, j'ai eu de la chance, hein. Premier essai, ça marche. Donc c'est mon boulot à moi, c'est pas d'explorer des techniques de présentation, donc je suis assez content de celle-là. Donc non, malheureusement non. Ça serait intéressant. Bon, j'ai peut-être faire 2-3 trucs osés, j'ai essayé des formats, mais bon. Je peux pas dire que j'ai utilisé, mais après il y a peu de techniques référentielles. Enfin, en tout cas, j'en connais peu. Et en France, où globalement, je pense que c'est moins vrai aux États-Unis, où effectivement les techniques de présentation sont apprises dès l'école. Chez nous, c'est pas quelque chose de vachement valorisé. En tout cas, je parle pour la France. Donc, on a assez peu de matière, peu de références et peu de gens pour nous aider. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait la Speaker Academy. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a mis du temps à y aller. On était un ensemble de gens qui avaient fait quelques conférences. On s'est dit, c'est quoi notre légitimité à expliquer aux autres comment faire. Puis quand on s'est rendu compte que finalement, on discute entre nous, qu'on était tous perdus la première fois, on s'est dit, bon, au moins on va raconter ce qui a l'air de marcher, ça devrait servir à d'autres. Une question, non, pardon? Ah, c'est là. Du coup, moi, la Speaker Academy, j'avais suivi de loin ce que tu faisais et j'aimerais bien apprendre davantage. Et j'avais cru voir qu'il y avait des choses en ligne, ouais. En open source. J'ai open sourcé des supports. Hein? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est la Speaker Academy? C'est très simple. Non, la Speaker Academy, c'est simple. Donc l'idée de fond, c'est de faire un cursus pour aider les gens qui veulent parler, donc qui veulent donner des conférences. Donc on organisait ça. Alors le dispositif, c'était un cursus de formation d'une dizaine de sessions, qu'ils ont fait, qui est celui qui est essentiellement porté sur l'open source, mais j'ai pas encore mis un petit markdown qui expliquerait comment ça marche. Donc il y a ça c'est pour donner les techniques. En fait, tout le cursus, ça va donner aux gens des techniques. Il y a un exercice de fond qui est un peu comme un master, on demande aux gens de préparer une conférence effective sur la base de ce qu'ils apprennent. Et le dispositif est complété par une communauté de speakers seniors qui servent à encadrer. Donc en gros, chaque élève part avec un senior qui va le suivre, qui va l'aider à préparer son sujet, à mettre en place les techniques, qui fasse son truc, etc. Donc ça, l'idée, on est allé sur 6 mois, en gros, hein, 5 à 6 mois, parce que on a une dizaine de sessions de cours. Il y a quelques cours de théorie, il y a des cours de pratique, en particulier à la CETERA, c'était cool, c'est qu'on a trouvé quelqu'un pour faire des ateliers d'impro, donc il y a un peu des techniques de scène, qui au moins permettent aux gens de se libérer, de gérer son stress à minima. Des sessions d'analyse. Donc on prend quelques conférences intéressantes, réussies ou ratées, et on explique, on fait une analyse comparée de pourquoi ça marche et ça marche pas. Donc c'est ça un peu l'idée de fond. Est-ce que ça répond à ta question? Parfait. Et donc pour l'instant c'est un peu léger, mais l'idée c'est qu'avant de partir, j'ai foutu ça en open source avec l'accord de mes collègues, parce que je pense que c'est intéressant que tout le monde puisse piocher dedans. Moi je compte m'en servir dans ma nouvelle mission, là, je vais avoir l'opportunité de le faire, et je pense que c'est l'occasion de faire grandir la dimension open source. Pour l'instant j'ai juste sorti un peu en vrac, je vais pouvoir structurer, expliquer, puis dans un cadre de reuse, ça permet de donner une histoire itinérante. L'idée de fond c'est ça, c'est une démarche cadrée, il y a des gens, il faut des candidats, et surtout il faut une structure d'accompagnement. C'est ce qui me manque pour le moment, c'est de trouver des gens pour m'accompagner. Autre chose? Alors moi j'ai une question pour vous. Enfin, j'ai même des questions. On va faire un petit vote à main levée rapidement. Je vais pas faire de rôti parce que je commence à me lasser du rôti. Vous êtes tout le monde habitué, puis j'y réponds un peu des trucs. Par contre je vais vous demander de lever la main pour votre méthode préférée. Et pas des méthodes laquelle vous pensez, pas la préférée, celle que vous pensez en toute honnêteté être en mesure de mettre en œuvre. Celle que vous dites, celle-là quand même, ça serait dommage que je n'essaye pas. Alors, qui se dit le storytelling c'est pour moi? Voilà, 5-6 personnes. Qui se dit là, cette histoire de Resonate, cette alternative de What Could Be, ouais, c'est mieux vendu, hein. Notez bien, je le dis, je m'en suis servi, ça marche, tout de suite, c'est un best-seller. Le ProEP, une format un peu plus court. Ok, et qui se sent chaud pour avoir un moment star? On est dans un ratio à peu près à ce que je m'attendais.